Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Nihon Info pour le plateau de l'invité. Au Burkina Faso, le verdict est tombé dans le procès concernant le détournement de fonds destinés au soutien des déplacés internes dans le pays. Plusieurs milliards de francs CFA avaient été soustraits des comptes du ministère en charge de l'action humanitaire et de la solidarité. Le principal accusé, Amidou Tenyan, a été condamné à 15 ans de prison ferme et à une amende de 5 milliards 640 millions de francs CFA. Il a été reconnu coupable avec 3 de ses collègues de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écriture publique. On va évoquer la fin de ce procès qui a marqué cette période de la transition au Burkina Faso avec notre invité, Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir faire quelques commentaires sur les éléments d'actualité intéressants, et notamment lorsque ça concerne le monde judiciaire. C'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise et c'est là où j'aime bien opiner. Justement, la raison de choix portée sur vous, le procès pour détournement de 3 milliards de francs CFA, vous l'avez certainement suivi, comme nous, autres journalistes. Le tribunal de grande instance Ouaga 1 a donc rendu son verdict le mardi 24 décembre 2024. Son verdict dans cette affaire de détournement de deniers publics impliquant plusieurs responsables du ministère en charge de l'action humanitaire et de la solidarité. Déjà, partant du contexte, pouvez-vous nous expliquer justement le contexte de ce procès? Bon, d'après ce que j'ai pu en connaître, comme à peu près tous les téléspectateurs qui ont découvert cette affaire, qui, pour moi, est d'abord un exemple d'éducation civique. Parce que ce n'est pas fréquent que des procès comme ça, avec de pareils retentissements, soient retransmis en direct. Et le fait de le retransmettre en direct n'avait rien à chercher avec un effet de sensation du tout. C'était dans un but purement pédagogique que le procès a été diffusé. Et la diffusion de ce procès a permis de mettre en lumière un certain nombre de choses qui, pour moi, relèvent d'abord de dysfonctionnements graves de l'appareil d'État. Avant de s'attaquer aux problèmes personnels de ceux qui ont été accusés et qui ont été présentés comme étant les auteurs présumés d'abord, mais maintenant reconnus coupables de ces délits, il y a un problème de dysfonctionnement de l'administration. Parce que le procès a démarré sur une plainte déposée par le directeur des affaires financières, enfin le DAF, qui est le supérieur hiérarchique de M. Tenyan, le prévenu principal. Parce que pendant son absence, il a découvert que sa signature avait été falsifiée sur beaucoup de chèques qui ont été présentés au règlement. Et c'est ce qui a déclenché, on va dire, l'opération et la mise en mouvement de l'action publique. Et c'est à cette occasion que l'on a pu connaître les différents arcanes de la situation frauduleuse qui s'était installée dans une administration, situation frauduleuse qui a impliqué plusieurs acteurs. Bon, le procès n'a pas tout dit, parce que s'il y avait à creuser un peu plus profondément, on aurait certainement trouvé ses responsabilités. Mais est-ce qu'il y avait nécessité d'aller plus loin dans le procès? Je ne pense pas que cette affaire va s'arrêter là. Non, cette affaire a mis en lumière un certain nombre de problèmes dans le fonctionnement de l'appareil d'État, et en essayant de les corriger, on viendra nécessairement chercher et trouver, à mon avis, d'autres formes de responsabilité. Si elles ne sont pas pénales, elles seront administratives. Parce qu'on ne peut pas être quitte à avoir laissé ce genre de choses se passer dans un service de l'État, en disant, bon, mais moi, j'ai été victime comme vous, ils sont animés par un vice totalement irrépressible, et c'est la raison pour laquelle on n'a rien vu venir. Non, quelqu'un aurait dû faire plus attention à simplement la mise à disposition de deniers de l'État. Et son utilisation saine. C'est ce qui n'a pas été le cas. Vous avez souligné un point important, ce procès a été rendu public. Quelles sont les caractéristiques dans l'appareil judiciaire? Comment décide-t-on de rendre un procès public ou pas? Écoutez, d'abord, les audiences correctionnelles sont publiques, en règle générale. Bon, mais c'est leur diffusion par moyen radiodiffusé qui est exceptionnel.
C'était la particularité notamment de ce procès. Exactement, c'est ça. Et c'est une décision qui n'appartient pas qu'au président du tribunal. C'est une décision qui a une portée politique et la plupart du temps, les procès qui sont médiatisés le sont pour justement leur donner une portée pédagogique et une portée civique. Ce procès a mis en lumière justement les problèmes liés à la corruption dans nos pays. Quelle a été l'importance donc de ce procès justement dans les procédés ou procédures pour lutter contre la corruption ou sensibiliser autour de la problématique? Bien. Alors, je crois qu'à chaque fois, il faut faire le distinguo entre corruption et détournement de fonds publics. La corruption, c'est le fait de recevoir des services, de l'argent ou quelque avantage pour faire pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire ou s'abstenir de faire quelque chose qu'on devrait faire. Il y en a eu cas, puisque M. Tegna, entre lui et ses collègues, il y a eu des faits de corruption. Oui, aussi. Mais cet élément-là n'a pas été visé dans les incriminations. Ils ont été poursuivis pour détournement de deniers publics, pour enrichissement illicite et pour blanchiment. Donc, le détournement de deniers publics, il est beaucoup plus brutal que la corruption. La corruption, en fait, c'est quelqu'un qui essaye, par l'obtention d'avantages tout à fait privés, de faire des choses que son devoir lui impose de ne pas faire, ou l'inverse, c'est-à-dire, alors que son devoir lui impose de ne pas le faire, il le fait. Ça, c'est la corruption. Bon, maintenant, le détournement de deniers publics, il est beaucoup plus violent en ce sens que c'est l'argent public disponible pour des missions d'État, pour des missions de service public qui sont détournées à des fins privées. Et c'est là où c'est beaucoup plus grave. Et c'est là où, ici, nous avons une incrimination qui a, à chaque fois, au Togo en tout cas, le détournement de deniers publics est criminel et il est jugé devant la cour d'assises. Bon, au Burkina Faso, il a été jugé en correctionnel, mais devant un tribunal spécial. Et justement, en matière de droit pénal et de détournement de deniers publics, ce verdict donc qui s'est soldé par des condamnations, également des amendes à payer par les accusés. Et comment est-ce que ce procès, à la fin de ce procès, peut-il influencer la perception même de la justice au Burkina Faso et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Bien, on peut espérer que ce procès fasse école et que par son retentissement et la connaissance que les gens ont des contextes, je parle des contextes au pluriel, qui ont permis disons, la commission de ces infractions, beaucoup de gens désormais vont être plus vigilants. Et notamment les hiérarques de l'administration. Ils vont être beaucoup plus vigilants et ils vont être plus regardants sur les missions qu'ils confient à leurs subalternes, notamment ceux qui sont chargés de manipuler l'argent public. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la perception du public était de dire à chaque fois tous corrompus, tous pourris. Bon, en réalité, on se rend compte que non, ce n'est pas aussi facile. Il y a à chaque fois dans toute société des brebis galeuses. Et je sais qu'au Burkina Faso, comme partout ailleurs, il doit y avoir dans l'administration des fonctionnaires honnêtes, zélés, compétents et soucieux de l'utilisation vertueuse des deniers publics. Il doit y en avoir. Et en revanche, il y a également dans les administrations des gens qui sont par cupidité tentés par l'accaparement personnel de deniers publics. Mais en tant qu'avocat, quelle est votre opinion sur le phénomène? Ce sont des procès qui sont non seulement rares, mais qui aussi rarement aboutissent. Mais c'est d'abord le citoyen qui est intéressé par ce procès, plus que l'avocat. L'avocat, bon, techniquement, j'aurais pu me trouver dans le cas de défendre l'un d'entre eux. J'aurais pu me trouver aussi dans le cas de représenter une partie civile dans ce genre de procès. Bon, c'est pas le sujet. Mais en tant que citoyen, je pense que ce procès a une utilité qui est de nous éduquer sur la façon dont les choses devraient se passer, auraient dû se passer. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est extrêmement insupportable dans cette affaire, c'est que les victimes, c'est-à-dire ceux pourquoi on a créé ces fonds spéciaux, qui sont des gens qui
Des populations vulnérables, et dans le cas du Burkina Faso, où les populations sont contraintes de se déplacer d'une zone à une autre en raison, justement, entre autres, de la menace terroriste. Exactement. Ont perdu leur dignité, ont perdu leur domicile, ont perdu à peu près tout ce qui pouvait leur rester. Et il fallait, et je pense que c'est l'effort national qui a permis de réunir ces fonds. 3 milliards, 4 milliards ou 5, bon, selon à chaque fois certaines positions. Pendant le débat, on n'a pas su vraiment, mais bon, c'est ce qu'on a pu véritablement justifier, comptabiliser. Mais il se trouve qu'il y en a eu beaucoup plus, mais parce qu'on n'a pas pu les justifier, on ne les a pas comptabilisés. Mais ça représente, pour un pays comme le Burkina Faso, 0,1% du budget, accaparé par 4 personnes. C'est énorme. Et c'est ce qui rend ce procès exemplaire. Et les sanctions qui ont été appliquées sont, en ce sens aussi, exemplaires, parce que bon, ça doit être d'une force dissuasive. Si ça devait dissuader, ça se saurait. Beaucoup de gens ont vécu d'autres procès de ce genre, ont su que les sanctions dans beaucoup de pays sont implacables, et pourtant on n'arrive pas à lutter efficacement contre le phénomène du détournement des deniers publics. L'Afrique connaît ces situations d'urgence humanitaire, ou même des fonds sont mis à disposition. Il y a lieu, à l'issue de ce procès, de redoubler de vigilance quant à la gestion même de ces fonds. Absolument. Je pense qu'il faudra mettre en place des mécanismes un peu plus rigoureux qui permettent... Vous savez, bon, à chaque fois j'entends parler de la numérisation comme étant la panacée. Mais elle non plus n'est pas la panacée, parce que les programmes informatiques, ce sont des hommes et des femmes qui les mettent en place. Et ils peuvent se trouver que, à l'occasion de ces manipulations techniques, informatiques, on met en place un système qui permet également de détourner de l'argent public. Donc ça ne sera pas la panacée non plus, mais disons que si c'est fait avec la rigueur nécessaire, si c'est fait avec justement la haute tenue scientifique qui s'y est, on devrait pouvoir éviter dans beaucoup de cas ce genre de déperdition de l'argent public, justement, parce qu'il s'agit d'une déperdition. C'est-à-dire que, en fait, dans la défense de ces gens, à un moment donné, je me suis rendu compte d'un autre problème. C'est que, bon, beaucoup de gens qui se parent d'être des parangons de vertu, se trouvant dans le cas de M. Tiénian, je suis sûr qu'ils auraient fait pareil. Mais ils se disent, non mais franchement c'est scandaleux. Non, c'est parce que, à un moment donné, vous savez comme on dit chez nous, on ne peut pas empêcher la personne qui nourrit l'enfant de se lécher les doigts. Mais là, c'était pas se lécher les doigts. Il se bafferait littéralement, parce qu'il en avait les moyens. À quoi doit-on faire appel alors ici, la morale ou le civisme? Mais les deux vont ensemble, parce que l'éducation civique est souvent empreinte de morale. Et la morale ordinaire nous enseigne que quand il s'agit de la chose d'autrui, parce que le denier public, c'est la chose d'autrui. On va dire que ça nous appartient à tous. D'accord, mais ça nous appartient à tous parce que nous sommes propriétaires, mais ceux qui le manipulent ne sont que des dépositaires précaires à un moment donné. Ils ont une mission. Leur mission, c'est de faire en sorte que ces deniers publics atteignent ce pourquoi on les a constitués. C'est la raison pour laquelle, qu'on le veuille ou non, dans cette affaire-ci, il y a eu une victime. Cette victime, on peut dire, c'est le peuple burkinabé dans son ensemble. L'État, oui, représentant le peuple burkinabé. Le système judiciaire dans nos pays sont parfois pointés du doigt en matière de conduite à terme des procès d'envergure, accusés parfois même de ne pas être suffisamment indépendants. En tant qu'avocat, pensez-vous que le Burkina Faso vient de démontrer le contraire de ce que pense l'opinion? Absolument. Parfois. Ce procès, à mon avis, il a forcé l'admiration par la qualité de sa tenue. Les audiences, en général, ont été à chaque fois des occasions de garantie des droits de la défense, et le président du tribunal et ses assesseurs ont veillé à chaque fois à ce que le droit de chacun soit respecté en distribuant la parole avec beaucoup de générosité pour que les gens puissent s'exprimer, dire dans la totalité de ce qu'ils savent, ce qui s'est passé et comment les choses se sont passées. On a vu les accusés souvent pleins de contrition venir dire oui, je l'ai fait, je reconnais, je demande pardon. Bon,
le tribunal a été, je crois, assez cible à ces élans de contrition, même si la sanction a été sévère, graduée par rapport à la responsabilité de chacun, le droit a été dit de façon tout à fait satisfaisante et personne n'irait faire procès à ces juges d'avoir agi sous quelque pression que ce soit, parce que la façon dont ils tenaient l'audience a démontré qu'ils étaient là pour jouer leur rôle, complètement investis de leur pouvoir judiciaire, indépendant du pouvoir exécutif, qui doit organiser le procès, soit, mais la tenue du procès et, disons, l'impérium du juge a été totalement garantie d'indépendance. En tant qu'avocat, quel rôle, vous et vos collègues, vous jouez dans la lutte justement contre le détournement des deniers publics, les procès des droits des citoyens? Quel rôle vous jouez justement à préserver tout cela? Nous sommes heureusement éduqués à respecter ces choses, le maniement des fonds aussi bien privés que publics. Nous sommes rarement en position de manier des fonds publics, mais nous manions des fonds privés et nous sommes tenus par déontologie aux mêmes obligations. C'est-à-dire, quand vous recevez de l'argent pour un objet précis, vous devez tout faire pour que cet objet soit satisfait. Et en fait, c'est de bon sens. Et je ne pense pas que ça devrait être quelque chose de spécifique à une profession quelconque. Tout le monde devrait être dans, disons, un devoir spontané de redevabilité. Un fait marquant dans ce procès, c'est qu'on a vu le principal accusé, M. Taignan, dont les avocats ont renoncé de poursuivre sa défense en plein procès. Cela vous étiez déjà arrivé, vous, en tant qu'avocat, et quel impact psychologique cela peut avoir sur quelqu'un que vous devez défendre et que vous décidez d'abandonner? Bon, alors, je ne sais pas dans quelles circonstances ces confrères ont dû renoncer, mais ce que je peux dire, c'est que à la fin du compte, il a été défendu. Et il a été défendu avec des arguments techniques de qualité par des confrères qui étaient convaincus de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que, en fait, sans endosser de quelque manière que ce soit la part de culpabilité qui est la sienne, ils ont pu démontrer dans le dossier certaines aberrations, certaines contradictions, etc., qui ont, à mon avis, pesé dans la gradation de la peine. Mais il est rare que, après avoir accepté une cause, en plein procès, on s'en dessaisisse. Cela est rare. Mais cela arrive. Cela arrive notamment lorsque, entre vous et le client, il y a, disons, un désaccord rédhibitoire. Le désaccord rédhibitoire, c'est que, par exemple, le client qui choisit une ligne de défense que l'avocat ne veut pas assumer. Ça arrive souvent, et lorsque cela arrive, Dieu merci, on peut encore se décharger de la cause et abandonner l'instance. Et qu'est-ce que le prévenu décide de faire dans l'immédiat quand cela arrive? Dans ce cas, quand cela arrive, le président de la juridiction lui offre la possibilité de choisir un autre avocat, et ce qui est dommage dans ce genre de situation, notamment lorsque c'est des procès organisés de longue date, c'est la suspension du procès, c'est le renvoi à une date ultérieure pour permettre à l'accusé, au prévenu, de pouvoir disposer de moyens de défense efficaces à travers un avocat. Condamné à 15 ans de prison avec plus de 5 milliards d'amende à payer, a-t-il des possibilités de faire appel dans ce cas, M. Taignan? Oui, ils ont 15 jours pour relever appel. Ça, c'est un droit qui lui est offert. Mais je serais étonné qu'il le fasse. Pourquoi? Pourquoi, oui, justement? Parce que, quand vous êtes reconnu coupable, et que vous reconnaissez les faits en demandant pardon, faire appel de quoi? Ce n'est même pas la peine maximale qui a été appliquée. Il pourrait faire appel, s'il le souhaite, sur la peine, mais je ne sais pas en droit processuel burkinabé quelles sont les voies de recours ou quels sont les cas d'ouverture de recours en appel pour ce genre de choses, mais ce serait totalement aberrant. Parce qu'en appel, on va débattre de quoi?
de la sévérité de la décision ou bien il a des moyens de disculpation à faire valoir. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de possibilité. Mais il peut toujours quand même décider de le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en n'étant pas content de la sanction, on peut faire appel, oui. Parlons du président du tribunal. Son travail a été fort apprécié, visiblement, par ses concitoyens durant le procès. Comment l'avez-vous trouvé, justement, le président du tribunal pendant ce procès? Écoutez, excellent. Excellent parce que, justement, il a assumé dans sa totalité le rôle qui devait être le sien. Et une audience doit être un moment de civisme. Et je pense que la façon dont il a tenu l'audience a permis au peuple burkinabé parfois, des gens ont vu un tribunal en action pour la première fois de leur vie. Ils n'ont jamais eu idée à quoi ça ressemble. Et en regardant cette affaire à la télévision, ils se sont rendus compte que l'accusé avait droit à la parole, l'accusé avait droit à la défense, l'accusé avait droit, avant de recevoir la sanction pénale, de s'expliquer. Et un président de tribunal, c'est ça ce qu'il doit faire. Il doit garantir tous les moyens à tous les acteurs, c'est-à-dire les parties civiles, le ministère public, c'est-à-dire les procureurs, et la défense. Les prévenus et leurs conseils ont eu, à mon avis, toute l'attitude pour déployer tous les moyens. Vous savez, il y a eu même une question préjudicielle sur la constitutionnalité d'une infraction, parce qu'on avait considéré qu'on ne pouvait pas à la fois être poursuivi pour détournement public et pour blanchiment. Cette affaire a fait l'objet d'un débat extrêmement long, au cours duquel tous les acteurs ont eu à s'exprimer. Et je pense que ça relève de la haute qualité, de la haute tenue de cette audience, et ce président a été exemplaire. Quelles sont vos recommandations pour prévenir dans le futur ces genres de situations? Vous en avez parlé, mais revenons-en. C'est pas des faits anodins, et c'est pas tous les jours non plus qu'on arrive à mettre la main sur les concernés et les traîner en justice. Écoutez, ce seront des vœux pieux, parce que en réalité, en tant que citoyen, je souhaite que les deniers publics soient utilisés à bon escient et de façon la plus vertueuse possible. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, dans toutes les corporations et dans toute organisation humaine, il y a des brebis galeuses, et quand il y a des brebis galeuses, il faut pouvoir les déceler et les empêcher de nuire. C'est plutôt ça dont il s'agit. Mais ça ne doit pas à chaque fois remettre en question notre besoin de vivre en commun et de se faire confiance. Parce que il y aura toujours des fonctionnaires vertueux, il y aura toujours des fonctionnaires véreux partout dans le monde. Et ce n'est pas l'apanage des Burkinabés ni des Africains. C'est la chose la plus partagée au monde, la cupidité. On peut décider de lutter contre tout le temps, mais c'est comme décider de lutter contre la maladie. Il y a beaucoup de maladies dans le monde qui accablent des gens qui, normalement, devraient être complètement exemptés. Mais vouloir que le cancer soit éradiqué, que le palud soit éradiqué, c'est un vœu tout à fait souhaitable. Vouloir que la corruption et les détournements de deniers publics soient éradiqués, c'est un vœu que chaque citoyen, à mon avis, devrait avoir. Outre ce procès, cette année 2024 a également été marquée par un autre procès d'envergure en Guinée-Conakry, le procès concernant l'ancien président Dadis Camara. Ce sont là des événements qui, aujourd'hui, dans l'appareil judiciaire, permettent de renouer cette confiance vis-à-vis des populations. Oui, tout à fait. Toutes les fois que... vous savez, c'est ça le problème. C'est l'impunité qui est le problème. Toutes les fois que on a démontré à la population et au peuple d'Afrique que certaines choses ne peuvent plus rester impunies. Je crois qu'on renoue... Ça, ce sont des procès qui se tiennent dans nos pays. Absolument. Et sur le sol africain. Exactement, sur le sol africain. Que certains comportements ne pourront plus rester impunis. Je crois qu'on reconstitue en quelque sorte la confiance qui était abîmée
entre les populations et leurs gouvernants. Et ça, je pense que si la justice a un rôle à jouer, c'est précisément celui-là. Dire que entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est le droit qui protège. Et sous la protection du droit et du juge, le plus faible peut se dire, si on me fait quelque chose, je peux avoir recours à la justice pour que mes droits soient rétablis. C'est déjà une bonne chose. Justement, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la culture qu'ont les justiciables quand on a l'impression qu'en Afrique, on attend toujours la dernière minute pour faire recours à la justice et réclamer ses droits? Oui, alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que l'accès à la justice en Afrique en général, hein, dans certains pays, c'est beaucoup mieux organisé. L'accès à la justice est très précarisé. Beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre, ça coûte de l'argent parfois, et on ne sait pas du tout à quoi on a affaire. C'est la raison pour laquelle des gens n'osent pas exercer leurs droits en demandant que justice soit faite. Au Togo, on est en train de lutter progressivement pour faciliter l'accès à la justice. Justement, en tant qu'avocat, est-ce vraiment une réalité ou un mythe, l'accès à la justice dont vous parlez? Non, c'est une réalité. Non, c'est loin d'être un mythe. Mais justement, c'est une réalité qui n'est pas à la disposition de la majorité des gens. Regardez, nous sommes même pas 200 avocats au Togo, d'accord, pour une population de 8 millions d'habitants. Alors vous faites le ratio, ça fait même pas 1 pour 50 000 citoyens. C'est vous dire à quel point on a besoin. Maintenant, c'est pareil pour les juges. Il faudrait 10 fois plus de juges pour prendre en charge tous les besoins de la population en termes de justice. Mais on n'y arrive pas. C'est pour ça que je dis l'accès à la justice, c'est pas uniquement le fait de pouvoir aller Cela ne pose-t-il pas justement dans le cas togolais un autre problème lié au délai de traitement des dossiers? Absolument, oui, c'est vrai. Comment vous en sortez en tant qu'avocat? Mais on subit plus qu'autre chose en réalité. On subit les délais parce que parfois on en est malheureusement complice parce que on devient blasé. On devient blasé, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de faire bouger les lignes outre mesure. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'exiger autre chose que ce qu'on a. Écoutez, je vous donne des exemples tout à fait prosaïques. Quand vous avez un greffier qui doit saisir la décision et vous la donner, mais qui n'a pas d'encre, ou qui n'a pas d'ordinateur disponible au-delà d'une certaine heure, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Certains sont obligés de leur denier d'aller acheter l'encre pour imprimer le jugement qui, normalement, doit être mis à votre disposition gratuitement. Bon, voilà les différentes choses auxquelles on est confronté. Et je ne vous parle pas des magistrats submergés de dossiers. Quand vous allez à une audience de mise en état, c'est parfois plus de 200, 300 dossiers qui sont appelés. Le juge commence à 8 heures du matin, il finit son audience à 15 heures. Ce sont des situations que nous subissons et contre lesquelles nous appelons l'attention des pouvoirs publics. Justement. Pour que la part importante que le budget doit consacrer à la justice soit allouée pour que nous ayons une justice de qualité satisfaisante. Actuellement, elle est totalement appauvrie. Pour conclure, retour au Burkina Faso, que retenir au final comme morale peut-être du procès Teignant? Oui, la morale du procès, c'est que si vous le faites, on finira toujours un jour par vous avoir. 7 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ou dit-on, hein, souvent. Dit-on, voilà, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Merci, Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau et partagez aussi votre expérience d'avocat avec nous dans cette émission. Ce fut un plaisir, madame. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.